Donc les réformes, les blocages aux réformes et la place des citoyens, votre place, notre place pour changer et faire évoluer cette structure qui ne fonctionne pas, hein, tout le monde l'a bien constaté. Alors, il y a eu des élections municipales le 15 novembre, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la défaite dans plusieurs villes, dont Sarajevo et Banja Luka, donc des partis majoritaires dont on a parlé. La chance de voir de nouveaux visages. Est-ce que ce sera une possibilité de changement, hein? On s'interrogera là-dessus. Quel est le rôle des associations, mais aussi des syndicats, hein? On a évoqué plusieurs associations et plusieurs mouvements hier, environnemental, droits des femmes, droits de l'homme, parole des ouvriers. Aujourd'hui, on va reprendre cette discussion. Il y a une fatigue de la société civile, une très forte immigration, hein, mais aussi des forces de renouveau. Je vais tout de suite passer la parole à Maïda Rouge pour juste quelques mots sur ce système de Dayton et les dernières évolutions. Merci Maïda. Permettez-moi de commencer mon propos en disant, je reprends vos deux derniers points, si je peux me permettre. Moi, je voulais parler de la structure et pourquoi elle ne fonctionne pas. Et pour revenir à votre deuxième point, savoir, il y a une fatigue dans la société civile. Je dirais qu'il y a aussi une fatigue. Maïda, I'm sorry. Je suis désolé, mais je pense que vous n'êtes pas sur le bon canal. Vous n'êtes pas sur le canal anglais. Vous devez sélectionner le canal. Ensuite, vous allez sélectionner votre canal d'intervention, d'accord? Je reprends du début. Oui, si vous voulez bien. Donc là encore, je tiens à vous remercier de m'accueillir et de vos propos introductifs, Madeleine. Vous avez, à la fin de votre introduction, vous avez parlé vous avez dit que la structure ne fonctionne pas. J'aimerais répondre à cette double question, à savoir quelle est la structure et pourquoi elle ne fonctionne pas. Ensuite, vous avez parlé de fatigue dans la société civile et je dirais qu'il y a une fatigue du même ordre parmi les membres du gouvernement, dans les institutions de l'Union européenne et également aux États-Unis au cours de ces 25 dernières années où on travaillait à la mise en œuvre des accords de Dayton. Alors, j'aimerais souligner un petit peu les dispositions de Dayton. Et je vais rester général, simplement pour remettre les choses en place et pour faire que même ceux qui ne sont pas familiers de ces situations puissent suivre mon propos. J'aimerais répondre à un certain nombre de préjugés des accords de Dayton qui sont encore présents dans la perception contemporaine. Dans une étude menée par les étudiants de Banja Luka, de l'université de Banja Luka, de Friedrich Stiftung, eh bien, notre copanéliste a partagé ces études avec moi. Eh bien, la plupart des étudiants pensaient que la Bosnie n'existerait plus dans les années à venir, et 28% d'entre eux ont dit que ce serait le cas. Par rapport, alors 33% ont dit qu'elle continuerait d'exister, tandis que 28% ont dit qu'au cours des 25 prochaines années, la Bosnie sera fédéralisée. Donc, en particulier, ce dernier commentaire, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette perception? À savoir qu'au moins 28% des sondés ne connaissent pas les accords de Dayton. Et je dirais que
alors 53% des étudiants ont déclaré qu'ils n'ont jamais lu ce document, ces accords. Et ce que je veux dire ici, c'est que ce que ça révèle, c'est comme on sait, la Bosnie est déjà fédéralisée. C'est une fédération asymétrique avec une dévolution, des concentrations de pouvoir, avec consacré aux entités, à savoir ce qu'on appelle les cantons de l'État, et puis la République Srpska, d'autre part. Je tiens à rappeler à ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de la Bosnie, quelle est l'origine de tout ça? Quelle était la situation il y a 25 ans? Avec ici 3 États en un, le gouvernement central ne pouvait pas lever l'impôt. Il y avait trois services de renseignement. Il n'y avait pas alors même une division dans les services hospitaliers par exemple, pas de frontières. Et donc c'est sur Dayton, hein, et c'est à l'initiative considérable du rassemblement d'acteurs internationaux que nous avons une armée unique en Bosnie, que nous avons des taxes unifiées pour le gouvernement central, un judiciaire étatique, des frontières, et ainsi de suite. Et donc, en rappelant toutes ces réformes centralisatrices, eh bien, en Bosnie, nous avons encore beaucoup de juridictions concernant et régissant des fonctions ici étatiques. Par exemple, la police est au niveau de l'entité, et les services bancaires, eh bien, il en va de même. Et chaque banque a ses propres agences. Les agences judiciaires également sont au niveau des entités et également au niveau des cours. Tout cela est régi par les différentes circonscriptions. Et là, on a créé une sorte de niveau d'autonomie aux entités de VIH. Et par conséquent, sans même mentionner le fait que nous avons la question qui se pose au niveau de la citoyenneté, à savoir les entités gouvernementales eh bien, peuvent apporter peuvent être désignées comme décidant la citoyenneté. Donc, au niveau des entités, donc vous voyez ici, je pense qu'il est très important de bien comprendre que plus que tout autre pays fédéral, en Bosnie-Herzégovine, les entités locales jouent un rôle très important au contrôle. Ici, elles contrôlent le Parlement de l'État par le biais de différents mécanismes pour le partage du pouvoir au niveau de l'État. Eh bien, il y a ici un exercice euh, exécutif et très importante ici, qui sont donc limités au niveau central en nombre. Et donc le concept ici, s'agissant de la division des pouvoirs en Bosnie, pour répondre à votre remarque, à savoir indiquant que le système ne fonctionnait pas, eh bien, on en revient au sondage auprès des étudiants à l'université. Et 76% ont déclaré que Dayton doit être réformé et amélioré. La majorité d'entre eux ont dit que c'est quelque chose qui est obligatoire. L'heure est venue de réformer les accords. Cependant, nous avons une vision concurrente de savoir comment procéder. Et ce que nous avons fait dans nos travaux et dans nos publications était vraiment a eu pour objet d'insister sur le fait de pourquoi le système ne fonctionne pas et d'où viennent les différents lorsque l'on parle de discussions portant sur les compétences, la répartition des compétences entre les différents niveaux de gouvernement ou séchant des débats portant sur les processus décisionnaires au niveau politique pour éliminer les goulets d'étranglement. Et ce sera ma dernière remarque. Toute l'idée sous-jacente à les dispositions de Dayton était de fournir des dispositions pour éviter que les minorités soient dominées par la majorité. Mais l'idée d'un système fédéral dépasse le fait de la protection politique pour que tout le monde puisse avoir une place à la table des négociations, mais pour s'assurer plutôt que le système puisse eh bien, représenter les citoyens et être au service des citoyens, ce qui n'est pas le cas. Et dans nos dernières publications, on s'est penché sur les intérêts de ces leaders politiques qui prétendent représenter les citoyens des circonscriptions et dans quelle mesure le système sert ou légitime les dysfonctionnements de gouvernance
pour éliminer, alors pour mettre en valeur les stratégies de gestion étatique. C'est la question la plus importante avant même de parler de réforme. Tout cela est motivé par un désir d'éliminer tout mécanisme de supervision indépendante, par exemple un mécanisme judiciaire. Nous sommes penchés sur la stratégie des milieux catholiques, des stratégies Janšovič, des leaders politiques, pour vraiment, s'agissant de la nomination des procureurs, et s'éloignant ici eh bien, de l'intervention étrangère et qui sont devenus en fait les seuls décisionnaires au niveau de l'État. Et alors pourquoi le système ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours ces difficultés quant à la souveraineté du gouvernement central? C'est pas parce que ça ne représente pas l'ensemble des trois groupes à égale manière, mais c'est tout simplement à cause du modèle corrompu, inégalitaire, mis en œuvre par le gouvernement. Et que l'accord de Dayton facilite. Donc, toute tentative de changer cet état des choses est rejetée, bien évidemment. Oui, merci beaucoup Maïda d'avoir rappelé qu'il y a une différence entre l'institution et son fonctionnement et qu'un certain nombre de problèmes viennent aussi de la corruption, de l'investissement ou du manque d'investissement des citoyens, des politiques dans le système. Je voudrais juste rappeler que vous pouvez poser des questions dans le chat. Hein. Nous allons fonctionner sous format table ronde, donc n'hésitez pas à écrire et nous reviendrons sur ces commentaires et questions. Je vais tout de suite passer la parole à Irma. Maïda, bien sûr, vous reprendrez la parole pour commenter ensuite les autres panélistes. Irma, si nous pouvons évoquer un peu la situation à Mostar, Mostar qui est un des points de blocage hein, de ce système, avec une ville divisée donc, depuis 25 ans et toujours des problèmes à organiser les élections et à avoir une représentation qui convienne à tous hein, de cette ville et un fonctionnement de la mairie qui puisse être opérationnel. Alors, je vous laisse la parole pour nous évoquer la situation et votre combat actuel. Alors, un instant, je vais m'exprimer dans ma langue locale. Je vérifie que je suis bien dans le bon canal. Oui, c'est bon, Irma. Est-ce que c'est bon? Je vais répéter donc, bonjour tout le monde. Comme vous l'avez déjà dit, à Mostar, à la différence du reste de la Bosnie-Herzégovine, nous sommes en pleine campagne. Il nous reste encore 2 semaines. Les élections locales vont être organisées le 20 décembre après 12 ans de pause. Je ne vais pas tout de suite aborder la question de Mostar, mais je souhaite avant tout profiter de cette occasion pour compléter ce que Maïda vient de dire. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi elles ne fonctionnent pas en Bosnie-Herzégovine et encore moins que le reste du pays à Mostar? Le mot-clé est l'abus. Le système, quel qu'il soit,
qu'il s'agisse des accords de Dayton. Peut-être que dans un autre contexte, on aurait pu en tirer bien plus. Malheureusement, nous sommes habitués, en quelque sorte, à utiliser tous les espaces qui n'ont pas été bien définis pour en abuser, pour les mal utiliser. Je vais vous citer quelques exemples. J'habite dans un canton où le ministre de la Santé est toujours quelqu'un qui a été élu en tant que représentant du peuple croate, qui vient du parti HDZ. C'est un parti qui veut se présenter comme étant le représentant du peuple croate. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il était en compétition avec d'autres pour entrer au Parlement fédéral. Mais il pensait que parce qu'il y avait des quotas pour les Serbes, il pensait qu'il avait plus de chances en se déclarant comme serbe. Donc, il a été croate et juste avant les élections, il a décidé d'être serbe. Il a rempli tous les formulaires, il s'est déclaré comme serbe afin de pouvoir être passé comme serbe au Parlement. Donc, nous sommes maintenant dans une situation où il se trouve au Parlement en tant que serbe et il continue à être ministre dans le canton où je suis moi, comme croate. Je ne sais pas si vous pourrez avoir une idée de toute la situation. J'espère que vous n'allez pas perdre avec la traduction ce que je veux dire. À Mostar, nous luttons, nous sommes dans une situation d'abus constant de l'appartenance ou la déclaration d'appartenance à un peuple. Selon le recensement de 91 à Mostar, il y avait beaucoup de Serbes. Le statut qui régit les élections font référence au nombre de Serbes qui étaient autrefois ici. Malheureusement, selon le recensement de 2013, nous n'avons ici que 5000 Serbes. Malgré cela, ils ont 4 mandats au sein du conseil municipal. Avant les élections à Mostar, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le bon serbe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Même ceux qui sont ici ont fait l'objet de tellement d'abus et de manipulations qu'ils ne veulent même pas entrer en politique. Alors que les autres, à qui ça arrange, eh bien, ils sont en train de négocier. Donc, nous avons une option. Le maire de Mostar pourrait être une Serbe qui se trouve sur la liste du HDZ du parti croate. Ensuite, Milorad Dodik, membre de la présidence, lui, il vient nous voir il y a 2 jours et il ne va pas rendre visite aux Serbes qui ont une liste. Il va d'abord donc voir Čović, qui représente donc le HDZ, pour négocier que cette Serbe, cette femme, devienne le maire. Alors, le HDZ, pendant toute cette période passée, dans notre canton, bloque l'idée
de reconnaître les Serbes dans notre canton comme un peuple constitutionnel et que le cyrillique, l'alphabet cyrillique soit admis et reconnu. J'espère que vous comprenez. Ce sont des situations absurdes auxquelles nous devons faire face. Il est difficile de faire la politique normalement, de faire de la politique de façon progressive, alors que sur le terrain, la priorité est un simple calcul. Combien de Serbes, combien de Croates, combien de Bosniaques, combien d'autres, entre guillemets. Et tant que c'est la priorité sur la scène politique en Bosnie-Herzégovine, je ne vois pas comment on pourrait progresser et comment on pourrait introduire des changements positifs. Ça viendra, évidemment, et de plus en plus, j'espère. Par exemple, les dernières élections au niveau municipal en Bosnie-Herzégovine, on voit bien qu'à Sarajevo, il n'est pas essentiel pour quelqu'un d'être serbe ou bosniaque, alors que Sarajevo est majoritairement bosniaque. Ils ont élu un serbe à la tête de la municipalité. Ce que ça nous dit, c'est que les jeunes qui sont allés en masse voter, même si on ne peut pas tirer des conclusions décisives, puisque c'est toujours frais. Les élections n'ont eu lieu qu'il y a quelques semaines. On a l'impression que les personnes un peu plus âgées qui ont tendance à voter pour les partis traditionnels et un peu plus à droite, peut-être à cause de la pandémie et ne sont pas sortis pour voter. Et peut-être que c'est pour ça que les votes des jeunes ont prévalu. Ils nous ont envoyé un message, nous ont envoyé le message quelles sont leurs priorités, l'histoire dérivée de la guerre ne leur importait plus. Ils n'attachent pas autant d'importance à l'appartenance nationale, ethnique. Il est essentiel de soutenir les personnes qui avaient des projets. Je voudrais que ces passé, ces changements, cette vague pas très forte, qu'en fait ce n'est qu'une introduction à ce qui pourrait nous arriver et j'espère aussi à Mostar. Je pense toutefois que ce sera très difficile et que ce sera très lent. Je vois beaucoup de problèmes dans le Dayton, dans les accords de Dayton à cause de tout ce que j'ai fait, mais également dans le texte de la loi sur les élections, la façon de voter. Il y a eu beaucoup de manipulations qui s'est passé à Srebrenica. Ce n'est pas la première ni la dernière fois. Je veux vous rappeler qu'à Mostar, pour les élections qui auront lieu dans 50 sujets politiques ont été enregistrés. 60% de personnes n'en ont même pas entendu parler à Mostar. Il n'y a pas de page web, il n'y a pas de téléphone de contact, on ne les connaît pas. On ne sait pas, on ne connaît pas ces personnes.
on n'a pas de moyen de savoir s'ils existent réellement en tant que politiques, ou bien s'agit-il, ce dont on se doute, qu'ils ont été enregistrés pour vendre en quelque sorte les comités de vote. À Mostar, il y a 10 à 15 partis politiques et maintenant, nous en avons 40. C'est une question alarmante, inquiétante. On peut se douter qu'il y aura beaucoup de malversations. On sait que tout cela sera très difficile. Et avant de procéder au changement de Dayton, il faut d'abord changer plusieurs choses. La loi concernant les élections. Et deuxièmement, il faudrait essayer de faire voter des lois qui nous aideront à faire face et régler le problème de la corruption et du crime. La loi qui concerne les whistleblowers est une loi qui est quelque part dans les tiroirs au sein du Parlement. Si on ne protège pas les lanceurs d'alerte, je vis à Mostar, il y a une dizaine d'années, une personne, lanceur d'alerte, avait des preuves de crimes, d'actions criminelles, et qui, en fait, était lié à la personne de Čović. Il a fait l'objet des pressions et il a commis le suicide. Sa famille a quitté la Bosnie-Herzégovine. Si on n'arrive pas à protéger tous ceux qui sont en mesure de nous fournir des preuves, la situation sera extrêmement difficile. Nous ne pouvons que être heureux lorsque nous voyons les petits changements qui sont des petites étincelles. Voilà, ce serait tout pour le moment. Je ne sais pas si tout était clair. On pourrait éventuellement se pencher sur les détails. Merci beaucoup Irma. Juste quand même deux questions avant de passer la parole à Tania. Quelle est la position de Naša Stranka par rapport à cette question des quotas que vous avez évoquée? Et vous avez aussi parlé de changer la loi électorale. Changer quoi exactement dans la loi électorale? Il y a un problème sur la traduction du Canal France. Ah, pardon, l'interprète reprend. Donc, nous pouvons introduire des mesures différentes, à commencer par des mesures de scan, puis ensuite le vote électoral et la numérisation totale. Donc, ce sont les possibilités où on peut aller progressivement.
En ce qui concerne les quotas, nous ne pensons pas que le système est bon. Nous pensons que c'est un système qui peut-être peut être utile au cours de la transition. Et depuis 25 ans, il a prouvé qu'il a été efficace. Mais compte tenu du fait qu'il vient de montrer son visage le plus laid, nous pensons qu'il ne faut plus insister sur les quotas ni sur les chambres des peuples. Nous pensons qu'il faudra les démanteler progressivement ou bien définir de manière plus claire ce que les intérêts nationaux représentent réellement. Il ne faut pas à chaque fois en profiter pour mettre un veto sur des choses. Donc, il faut vraiment préciser très clairement ce que représentent les intérêts nationaux. Merci beaucoup Irma. Je vais passer la parole à Tania Topic pour avoir peut-être des compléments hein, sur notamment comment les accords de Dayton et la situation institutionnelle est vécue, perçue, interprétée à Banja Luka et en République serbe. Et sur voilà, les derniers développements, la loi électorale par exemple, cette question des quotas. Irma a évoqué les tractations de Milorad Dodik avec les dirigeants du HDZ pour obtenir des candidats. Donc voilà, comment la situation politique se développe en Republika Srpska et comment vous la voyez-vous? Bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, même si c'est par le biais du Zoom. Je vais d'abord poser la question de savoir où se trouve la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, 25 ans après Dayton. Personnellement, je pense que nous stagnons, nous ne bougeons pas, et nous stagnons dans un triangle entre l'absurde, les blocades et l'abus des richesses et des potentiels qui auraient pu être beaucoup mieux utilisés. En fait, Dayton a cimenté la division ethnique de la Bosnie-Herzégovine. Et lorsque l'on parle des absurdes, je pense que ceci a été fait de manière irréversible. Je ne vais pas parler maintenant en détail du caractère discriminatoire de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine issue des accords de Dayton, car Irma en a déjà parlé en partie, mais je vais parler de ces absurdes qui découlent des accords de Dayton et qui concernent les concepts politiques et les agendas issus de la République Srpska, Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, aujourd'hui, ceux qui prônent le plus le maintien de Dayton et ceux qui jurent sur Dayton comme sur la Bible, eh bien, ce sont les mêmes acteurs politiques qui sont originaires de la République Srpska et qui œuvrent pour la sécession ou l'indépendance de la République Srpska. Et ceci fait partie de l'agenda public de la République Srpska depuis 2008. Donc, nous sommes en réalité dans une situation dans laquelle, s'agissant des citoyens de la Bosnie-Herzégovine et surtout des citoyens de la République Srpska, eh bien, on ne cesse de le répéter que la République Srpska est un État. Et les politiques utilisent ce terme, mais aussi les médias et plein d'autres acteurs. Et ceci est fait afin
de légitimiser un tel concept politique, un tel point de vue. Et puis un autre absurde paradoxe, si vous voulez, c'est que justement ce qui prône une telle politique qui implique et requiert l'indépendance fait partie de cette alliance dont Irma a parlé entre le HDZ et SNSD et prône dans son programme politique la création d'une troisième entité. Je vais très brièvement au cours de cette présentation essayer de dire sur quelle base repose la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, 25 ans après la signature des accords de Dayton. À quoi ressemble donc la situation en ce qui concerne la politique et toute autre chose? Je pense qu'ici, il s'agit d'un espace qui est homogénéisé sur les bases ethniques. Les concepts politiques sont exclusifs et ils servent à détruire, démanteler la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine fait partie des 20 pays les plus pauvres au monde aujourd'hui. Elle a été profondément pillée par les dites élites politiques qui sont corrompues et la corruption est devenue en réalité un style de vie. Dans ce contexte, étant donné que nous parlons d'une espèce de jubilé, donc le 25e anniversaire des accords de Dayton, je vais vous rappeler, sans entrer dans tous les détails, car je laisse la parole aussi à Gordana, je vais rappeler que nous avons marqué 25 ans depuis le génocide qui a eu lieu à Srebrenica. La position officielle de la République srpska est qu'il n'y a pas eu de génocide à Srebrenica, qu'un crime horrible a été commis, mais on trouve toujours une façon de relativiser ce crime. Donc, il existe une approche non sélective vis-à-vis du passé où l'on glorifie les criminels en tant que héros et l'on maintient une culture d'oubli. Pour terminer, je dirais qu'en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, lorsqu'il est question de l'état des choses actuelles, et surtout les étrangers trouveront que les choses sont extrêmement noires. Mais ce que je dirais, c'est que nous avons un réel déficit démocratique en Bosnie-Herzégovine, nous en tant que société. La question que je pose souvent est de savoir qui a tué la démocratie, pourquoi elle n'est pas vivante en Bosnie-Herzégovine. Il y a plusieurs éléments de réponse ici. D'un côté, c'est notre héritage autoritaire et la culture politique autoritaire. Et puis l'ethnonationalisme que j'ai déjà mentionné. Et peut-être aussi un nationalisme par intérêt où les élites politiques ont bien profité du nationalisme en le forçant tout en pillant en même temps les biens publics. Malheureusement, l'état de droit n'est pas vivant en Bosnie-Herzégovine et c'est ce qui pose un problème réel dans notre société. Et puis, je souhaite identifier un autre élément pour dire que personne n'est innocent dans cet état de choses. Et c'est la stabilocratie qui a tué la démocratie en Bosnie-Herzégovine. Pourquoi? Parce que afin de, soi-disant, maintenir la paix dans la maison, dans l'État de Bosnie-Herzégovine, les organisations et les autorités internationales ont accepté les chefs de tribus de Bosnie-Herzégovine en tant que partenaires pertinents avec lesquels ils peuvent maintenir l'apparence de la paix en Bosnie-Herzégovine
et ils ont transféré la prise de décision des institutions pour que celle-ci se passe autour des tables sélectes dans les restaurants et ainsi de suite. Et ce que j'essaye de souligner ici, c'est que nous avons une absence totale de volonté politique par rapport à toute réforme, par rapport à tout processus de réforme. Et je vais approfondir ici cette thèse concernant la dépendance de la République srpska, dont découlent tous les autres absurdes au sein de la Bosnie-Herzégovine. Nous, en République srpska, ou plutôt l'élite politique, essaye de nier la Bosnie-Herzégovine en tant qu'État. Donc ici, dans le discours public et politique, lorsque l'on parle de la Bosnie-Herzégovine aux citoyens de la République srpska, on la présente comme si c'était un pays étranger qui ne nous concerne pas trop et ne devrait pas nous concerner trop. Et le fait que l'on en fait partie est présenté comme un fait temporaire. Ceci est illustré par le fait que le premier homme de l'État de Bosnie-Herzégovine, le président de la présidence, aujourd'hui est l'homme qui nie l'État de Bosnie-Herzégovine, l'existence de l'État de Bosnie-Herzégovine. Donc, cette politique avec cette tension toujours maintenue est liée à l'indépendance de la République srpska. Eh bien, ceci est parti tout d'abord avec l'insistance pour faire pression et faire un chantage auprès des acteurs internes et internationaux qui sont impliqués au sein de la politique de la Bosnie-Herzégovine afin de nous retrouver dans la situation où vous allez pouvoir prouver tout le temps que rien ne fonctionne au sein de la Bosnie-Herzégovine. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quelle est donc votre alternative si rien ne fonctionne? Eh bien, c'est de sortir d'un système qui est impossible. C'est là que je vais m'en arrêter pour le moment, mais je reste disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Tania, pour ce tableau. Je trouve que c'est très important que vous ayez rappelé que la stabilité est aussi l'ennemi de la démocratie, que la démocratie, c'est le conflit démocratique, et on l'a un peu oublié. Les institutions européennes, les responsables politiques internationaux et notamment européens ont beaucoup soutenu les élites politiques de Bosnie-Herzégovine avec toutes les on en a parlé hier. Gordana Katana, je vous laisse tout de suite la parole pour compléter et notamment peut-être sur les acteurs dont on n'a pas encore parlé, les syndicats, hein, comment ils peuvent intervenir dans ce jeu démocratique, les associations, la question du passé évoqué par Tania, le déni, hein, qui est un facteur de blocage. Le micro ne fonctionne pas. Je suppose que vous m'entendez maintenant. Bonjour et merci pour votre invitation. Je ne vais pas commencer par les syndicats, mais on peut commencer par les syndicats, car en Bosnie-Herzégovine, c'est une catégorie à part, étant donné que l'État est divisé, les syndicats sont divisés aussi, tout simplement en raison du fait qu'il existe deux lois de travail au sein de cet État. Et puis, aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus de compagnies qui sont enregistrées au niveau de l'État pour pouvoir parler d'un syndicat qui regroupe tous. Donc, ces deux grands syndicats qui ne sont
plus les grands syndicats sont devenus des partenaires quelque part des autorités politiques, non pas dans le sens d'un vrai dialogue social, mais parce qu'ils cherchent à promouvoir leurs propres intérêts au sein des structures au pouvoir. Ceci n'est pas étonnant car ils reçoivent les fonds du budget et ils répondent à leurs propres intérêts. L'alternative ici, ce sont des petits syndicats qui fonctionnent au sein des entreprises sur le plan des entités ou bien dans le secteur public, par exemple, comme c'est le cas dans la santé. Mais comme je l'ai dit, ils n'ont absolument aucun pouvoir aujourd'hui. Et le problème ici, c'est que après la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine, les citoyens ont oublié qu'ils étaient des ouvriers avant et qu'ils le sont aujourd'hui aussi. Ils ont complètement négligé et oublié les narratifs politiques liés aux ouvrières et maintenant ils sont tout d'abord les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les membres de partis politiques et ils ne se voient pas comme ouvriers qui doivent défendre leurs intérêts car euh, bien sûr, ni les investisseurs, ni les patrons, ni l'État ne vont les protéger, bien au contraire. Et je travaille de manière intensive avec les syndicats depuis 6 ans, mais malheureusement, il y a très peu de progrès ici. Très rarement, nous avons pu dire le syndicat a obtenu une victoire grâce à certaines actions. Pour l'illustrer, je peux vous dire que depuis 3 ans presque, au sein de la République srpska, une nouvelle loi de travail a été adoptée, mais nous n'avons pas un contrat collectif général qui protégerait les ouvriers. Et sans un tel contrat, vous n'avez pas de contrat individuel. Donc, les donneurs de travail peuvent réguler eux-mêmes les relations entre les patrons et les ouvriers. Bien sûr, c'est toujours au détriment des ouvriers que c'est fait. Donc, c'est cela qui m'étonne. Les syndicats, d'un côté, font des efforts, mais tant qu'une réelle conscience de travailleurs n'est créée, car comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne se voient pas comme ouvriers, mais comme appartenant à des groupes ethniques avec le besoin de se protéger d'autres groupes ethniques, alors que ceci n'est pas du tout dans l'air du temps au XXIe siècle. Tant qu'on n'arrive pas là, les choses ne vont pas bouger. Et peut-être il y a une lueur d'espoir en Bosnie-Herzégovine, c'est la société civile qui a pu grandir au-delà des divisions ethniques et qui a ouvert les questions qui n'auraient jamais été ouvertes en Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de la culture, de la mémoire et de la justice transitionnelle. Tania en a parlé déjà. 25 ans après la fin de la guerre, 25 ans après le génocide qui a été commis euh, à Srebrenica, nous avons la moitié de l'État qui nie ce crime et relativise ce crime tout en disant que c'est un grand crime, mais après ils ajoutent, mais qu'avez-vous fait à nous en 1914 ou 41, 42 et puis au Moyen Âge aussi. Et ici, le soutien de la société civile était énorme, car à travers toute une série de tables rondes, de séminaires, d'événements publics, nous avons pu présenter une autre manière de faire face au passé. Or, c'est un problème qui est vraiment sérieux. Nous avons eu des crimes qui ont été commis de tous les côtés. Il n'y a pas de groupe ethnique qui n'a jamais commis de crime ou dont les forces armées et de la police n'ont pas commis de crime.
Mais aujourd'hui, après d'innombrables jugements et du tribunal de la Haye et des tribunaux nationaux, nous continuons à dire que du côté de nous, nous n'avons que les héros et les criminels appartiennent toujours à l'autre camp. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, nous avons les rues qui portent les noms de criminels de guerre qui sont glorifiés comme nos héros. Et bien sûr, la responsabilité ne repose pas ici sur la société civile, mais sur l'ensemble de la société. Et puis ici, la communauté internationale porte une grande responsabilité. Mais le fait est que nous n'avons pas eu le processus de dénazification de la société. C'est un processus qui ne vient jamais de l'intérieur. C'est un processus qui est toujours imposé. On le voit avec l'Allemagne. C'est un long processus qui dure parfois des décennies, mais qui aboutit à la situation où les enfants posent la question à leurs parents, qu'as-tu fait pendant la guerre? Et tant qu'on ne se retrouve pas dans une telle situation, je pense qu'il sera très difficile en Bosnie-Herzégovine d'agir et de créer la situation où on pourra dépasser les divisions territoriales et autres et on pourra voir le pays comme une seule entité, car nos deux voisins aussi, la Croatie et la Serbie, en raison justement du fait que c'était les co-signataires des accords de Dayton qui ont le droit d'avoir des liens spéciaux et parallèles avec leur communauté au sein de la Bosnie-Herzégovine, mais en raison de cela, parfois, ils deviennent les plus grands ennemis de la Bosnie-Herzégovine. Au lieu de soutenir ce pays, ils interviennent en affaiblissant l'État de manière supplémentaire. Et donc, justement, les militants civiques essayent justement de dépasser cela, de renouveler les liens. Ici, nous avons parfois, même si c'est faible, mais la coopération entre les syndicats et la possibilité à travers les organisations de ce genre de parler avec nos voisins, améliorer les relations dans la région pour améliorer les choses au sein de la Bosnie-Herzégovine elle-même. À quel point est-ce que c'est difficile? Eh bien, je ne sais pas. Parfois, on a l'impression que tout ce qu'on fait est en vain, car il suffit de regarder comment les choses évoluent d'année en année sur la base des résultats électoraux pour voir que notre puissance est très faible et notre impuissance est énorme. Moi, je suis une journaliste, donc je suppose que j'ai le droit de parler de la responsabilité horrible des médias en Bosnie-Herzégovine qui aussi suivent ce même discours politique, ce qui provoque des divisions encore plus grandes et profondes. Nous, au sein de la société civile, nous pouvons faire tout ce que vous voulez, mais croyez-moi, au sein de la République srpska, vous n'avez pratiquement plus de médias importants qui va vous parler des prévisions météo pour dire en Bosnie-Herzégovine, voici les prévisions. Non, ils vont dire en République srpska, voici la météo. Ou bien la pandémie. Le soir, lorsque vous voyez les résultats, personne ne vous dira en République srpska, voici le nombre de personnes testées, contaminées et mortes. Aujourd'hui, en Bosnie-Herzégovine, non, ils parlent de la République srpska. C'est ça qui est horrible. Et puis, nous n'avons pas de mécanisme nous permettant de dépasser cette situation. Le secteur civil, la société civile est trop petite et ces dernières années, nous avons pu malheureusement constater que ce secteur va encore se rétrécir car tous ceux qui peuvent quitter la Bosnie-Herzégovine le font. Et lorsque les personnes diplômées et jeunes quittent le pays ou si vous vivez avec les gens qui ne souhaitent qu'une chose, et c'est de partir.
eh bien, dans un tel état de choses, il est très difficile de bâtir une nouvelle Bosnie-Herzégovine. Et pour finir, j'attire votre attention sur le fait que à tous les niveaux de pouvoir en Bosnie-Herzégovine, non seulement que les dirigeants méprisent le secteur civil, la société civile, mais ils aimeraient faire tout pour l'étouffer. Et à chaque fois que l'on a des militants, on considère que ces gens-là agissent contre les entités, les pouvoirs, le peuple et la nation. Et nous, en règle générale, nous sommes des mercenaires internationaux, des traîtres nationaux, car nous brisons ce discours. Car malheureusement, la structure constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine ne reconnaît que les Serbes, les Croates et les musulmans sans reconnaître les citoyens eux-mêmes. Merci pour votre attention. Merci Gordana. Il y a déjà beaucoup de questions dans le chat, donc on va refaire un petit tour de parole pour que vous puissiez aussi répondre à ces questions. Maïda, je pense que vous avez des commentaires par rapport à ce que vous avez entendu. Je vous laisse la parole. Juste pour que je puisse bien comprendre. C'est des questions spécifiquement que auxquelles vous souhaitez que je réponde, ou est-ce que vous souhaitez que je rebondisse suite aux interventions des différentes contributions? Non, vous pouvez rebondir comme vous voulez aux interventions. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant d'écouter mes trois copanélistes. Si vous regardez le cadre et l'étendue des questions couvertes de Sarajevo, de Mostar, de Banja Luka, vous pouvez voir vraiment, bien que s'il s'agit là d'un problème aux couches multiples, et c'est pas du tout, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec telle ou telle chose. Non, tout est connecté ici. On peut, vous voyez, il s'agit là de l'absence d'un consensus national s'agissant d'une histoire commune, d'un passé commun, et s'agissant des crimes de guerre également. Et également, on se retrouve avec cette élite et sans discours. Ici, c'est la question de la légitimité et de l'appropriation du récit historique. Et puis, qu'en est-il d'un État fonctionnel, entre guillemets, léger au niveau de la Bosnie-Herzégovine, et puis des mécanismes de mesure de contrôle et d'équilibrage du pouvoir. Et lorsque les leaders disent, eh bien, ce sera notre Bosnie ou pas de Bosnie du tout, c'est-à-dire, c'est bien une Bosnie, il veut dire bien une Bosnie sur laquelle ils exerceront un contrôle ou pas du tout. Et nous avons, Irma nous a parlé du droit électoral, comment est-ce que ces électeurs sont manipulés, comment les votes sont manipulés. Et puis, de toute façon, le mécanisme, c'est que ces partis nationalistes bénéficient de ces règles détournées dès le départ. Et Irma a bien identifié la question de la fraude électorale. Et si on met de côté l'ensemble des asymétries et des problèmes que nous connaissons dans le droit électoral, ça rend le travail très difficile pour des partis modérés, quelles que soient leurs inclinaisons, d'être élus, en fait, parce que le système est biaisé dès le départ. Et donc, c'est un rappel, finalement. Si nous regardons l'état de la situation en Macédoine, dans sa partie nord, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on arrivé à un progrès en Macédoine du Nord après les élections de 2016?
et l'arrivée des nouvelles, l'investiture du gouvernement en 2017, c'est un système complètement différent, à savoir qui donne la voix au vote ethnique, à savoir que le Ramzali a fait en tant que nouveau leader et son parti a été en mesure de gagner, de remporter les élections parce qu'il comptait non seulement sur les voix de leur circonscription, mais sur l'ensemble des groupes en Macédoine, y compris les Albanais. Et cette communauté ethnique. Et par conséquent, Irma a abordé cette question. Le problème, c'est qu'au cœur de la Constitution et du droit électoral, vous avez des blocages en Bosnie qui empêchent un changement de leadership politique. Et puis, quel que soit tout ce que je viens de dire, vous avez un immense problème de saisie de l'État à tous les niveaux du gouvernement, c'est-à-dire qu'au niveau de l'appareil judiciaire et l'administration est extrêmement politisée. Hein. Donc la question est vraiment la suivante, parce que nous approchons notre dernière demi-heure de discussion. Qu'est-ce qu'on fait, par où on commence? Comment est-ce qu'on commence à régler toutes ces questions pour arriver à être plus efficace? Comment aborder ces nœuds? Je ne vois pas ici d'avancée marquante en Bosnie en termes de réformes politiques, sans pression de l'extérieur et sans rôle robuste des acteurs internationaux qui, au cours des 10 dernières années, eh bien, il y a eu un désengagement progressif. Hein. Il y a eu un effet de fatigue, mais également de distraction avec beaucoup de questions qui s'est posées en termes de sécurité, et en particulier les questions de politique étrangère et extérieure. Alors, je dirais qu'il faut vraiment vraiment aborder des questions un petit peu comme un laser, de manière très précise et de manière complète. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il doit y avoir... Tout d'abord, on doit se concentrer sur les changements du droit électoral. Nous avons déjà une sorte de poussée vers le changement, le mouvement de changement qui n'est pas mené par les acteurs constructifs, les réformistes, mais là encore, qui est mené par les partis nationalistes qui veulent continuer à colporter des messages qui vont contribuer en particulier dans certains domaines et institutions. Et puis vous avez le problème de pouvoir s'assurer qu'au sein du cadre existant, vous allez empêcher la tricherie électorale, la fraude électorale extrêmement répandue. Et de nombreuses stratégies sont mises en œuvre. Et on échange ici, par exemple, des places sur les conseils au niveau au niveau même des scrutins. Et donc, vraiment, c'est le bulletin de vote au niveau des urnes. C'est ce dont on parle ici. Donc, effectivement, on peut changer les choses de l'intérieur de la Bosnie, mais je pense que c'est très difficile d'imaginer que ça va se passer comme ça, sans pousser, sans l'influence des grands membres de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Il faut regarder l'opinion de la Commission européenne s'agissant de la candidature de la Bosnie pour l'accession à l'Union européenne. Eh bien, vous avez tout un cadre politique qui est énoncé, qui souligne ce que la Bosnie doit faire pour faire avancer sa candidature. Si on se concentre sur deux questions, la règle de droit, la fonctionnalité, la clarification entre les différentes compétences du gouvernement, l'élimination des goulets de tremblement dans les systèmes de prise de décision, et si on insiste de façon comme un laser finalement, de manière très précise et spécifique, eh bien si on insiste à ce qu'il y ait une avancée sur ces sujets, eh bien la position sera favorable. Mais à l'heure actuelle, cependant, eh bien personne n'est là pour pousser et faire changer les choses. Je vais m'arrêter là dans mon propos, peut-être. Merci Maïda. Je vais passer la parole à Tania parce qu'il y a pas mal de questions qui sont apparues sur la Republika Srpska. D'abord, qu'est-ce que vous attendez du nouveau maire? Est-ce que ça peut être une force de changement?
Quel est l'objectif? Enfin, il y a une question un peu de fond, mais qui peut-être mérite d'être reposée. Quel est l'objectif des politiciens dont vous avez parlé, dont Dodic, par rapport à la fédération? Est-ce de se rattacher à la Serbie? Est-ce que c'est exprimé comme ça? Quelle est encore l'influence des internationaux en Bosnie-Herzégovine? Voilà, un cadre assez large. Je vais commencer par l'objectif. Est-ce qu'il y a l'intention de devenir partie intégrante de Serbie? Cet objectif a été articulé par Milorad Dodik à plusieurs reprises. Donc, c'est son plan d'action, c'est un objectif de long terme. Il ne va pas être réalisé dans 10 ans, mais quoi qu'il en soit, il va travailler dessus et sa politique va vers cet objectif. Lorsqu'on entend des spéculations, on distingue une thèse selon laquelle ce ne serait pas son objectif. Je l'ai déjà dit au début, la Republika Srpska est devenue un État dans un État. Donc, ils ont le contrôle total sur toutes les institutions financières et politiques et autres. Dans le discours politique, on croise souvent une question qui est légitime. Est-ce que Milorad Dodik ou un autre politicien accepterait de perdre tout son pouvoir et son influence qu'il a en ce moment? Donc cette thèse d'autonomie de Republika Srpska était plutôt un instrument de chantage par rapport aux autres acteurs politiques en Bosnie-Herzégovine, mais aussi par rapport à la communauté internationale. Toutefois, je ne veux pas mettre de côté l'influence de Serbie. La politique de la Serbie n'est pas honnête du tout. D'une part, vous dites que vous appuyez l'indépendance et la souveraineté de Bosnie-Herzégovine, mais en même temps, vous épaulez l'homme qui affirme que son objectif est la République Srpska autonome. Donc, c'est un double discours. Je ne relativiserai pas l'influence qui vient de Serbie, mais d'autre part, je pense que c'est un bon moyen d'effectuer le chantage par les politiques en pouvoir en Republika Srpska maintenant. Pour ce qui est du nouveau maire de Banja Luka, je pense que ce qui est encore plus important, c'est que le mythe de l'infaillibilité d'une politique, d'une structure politique a été ruiné. Donc ce mythe n'existe plus. Le parti, les sociodémocrates indépendants qui n'ont par ailleurs rien à voir avec la démocratie sociale. Et donc, ils ont perdu cette forteresse. Ça, c'est beaucoup plus important. Le nouveau maire est un homme qui, pour ce qui est du rapport vers les crimes et le passé, n'émet pas d'autres avis, ne se différencie pas par rapport aux structures au pouvoir jusqu'à présent. Cette atmosphère ne permet pas qu'un homme politique surgisse qui dirait qu'en effet, à Srebrenica, un génocide a eu lieu. Pour le moment,
un homme politique qui dirait ça publiquement ne pourrait pas avoir les voix suffisantes pour être au pouvoir. Stanivokovic ne se souvient pas de la guerre. Il est très jeune, mais il a subi l'endoctrinement et il évoque aussi sa religion, son peuple. Ses déclarations, après avoir été élu, tant qu'il sera maire, il ne permettrait pas que la parade gay n'aura pas lieu. Il n'allait pas permettre, autoriser ces parades parce que c'est son peuple qui n'admettrait pas et ça ne correspond pas à l'esprit de son peuple. Il nous faut être dans la retenue. Ces résultats, même à Sarajevo, même si SDA a perdu 60 000 voix environ, mais il faut dire aussi que le parti qui a le plus de popularité, l'un des partis dans le cadre des quatre partis, la coalition des quatre à Sarajevo, celle qui a drainé le plus de votes est en fait l'émanation du Parti nationaliste SDA. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me faire signe. Merci beaucoup, Tania. Vous pourrez encore reprendre la parole, pas de problème, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Irma, je vais vous redonner la parole. Il y a eu quelques questions pour vous, donc je vais vous demander quand même d'y répondre. En particulier, est-ce que quels sont vos alliés à Mostar, hein, puisque vous avez évoqué tellement de partis? Est-ce que vous pouvez compter sur des alliés? La force de la jeunesse, hein, que vous avez évoquée, est-ce qu'elle pourrait être encore plus une force de changement? Par exemple, est-ce qu'un référendum sur la réunification, si ça se formule comme ça, serait possible parmi les jeunes, hein? On a évoqué d'autres chiffres avec Maïda sur les étudiants. Est-ce que, plus concrètement sur les votes et sur le processus électoral, est-ce que ça veut dire qu'on peut recompter les votes à Mostar, puisqu'on sait qu'il y a eu toujours beaucoup de malversations? Est-ce que des nouveaux processus sont susceptibles d'être mis en œuvre maintenant? Voilà, et si vous voulez bien sûr réagir à ce que vous avez entendu, hein, la question, notamment la question du passé, hein, et son poids dans finalement l'histoire est aussi un élément qui intervient dans le processus politique et constitutionnel. Merci. Cette question me va très bien. Le commentaire de Maïda concernait la loi électorale et le rapport au passé que vient d'évoquer Tania. L'état de fait que dans cette ambiance, il est très difficile d'obtenir un nombre suffisamment de voix si vous n'êtes pas dans le mainstream. Mon exemple personnel en témoigne. Nous sommes en pleine campagne, comme je l'ai déjà dit, à Mostar. En ce moment, même si je suis la seule qui est allée à Strasbourg, qui me bat pour le retour de la démocratie, nous avons réellement fait quelque chose et nous avons des élections enfin. Néanmoins,
il y a on veut me discréditer, évidemment, puisque je représente une menace pour ce système dans le Mostar qui est divisé. Au début de cette année, j'ai fait une déclaration qui concerne les crimes perpétrés par l'armée de la Bosnie-Herzégovine à Grabovica, où ils ont commis des meurtres de civils, des catholiques, dont un enfant de 4 ans. J'avais le besoin, en tant que bosniaque moi-même, de dire en public et d'évoquer le processus en fait, de faire face au passé, puisqu'on n'a pas initié ce processus comme il faut. Dès que je l'ai dit, donc j'ai fait cette déclaration, c'était une interview de plus d'1 heure qu'on a évidemment, dont on a retenu que 40 secondes et qui ont été retirées du contexte, et tout ce que j'ai dit a été tordu, et cette partie est retenue comme une arme contre moi. Maintenant, donc ça s'est ressorti, ce n'était pas quelque chose de radical. Il s'agissait d'un crime commis à Grabovica. Tout le monde est au courant de ça, d'autres personnes en ont parlé, mais lorsque vous rentrez dans une lutte politique, il semblerait que la situation ne soit pas encore mûre pour que l'on adopte un autre langage que celui qui est courant jusqu'à présent. C'est-à-dire, nous, dans notre groupe, on est parfait, on n'a pas commis de meurtre, c'est les autres qui sont des meurtriers. Il s'agit d'un dilemme politique. Est-ce que vous voulez vous battre pour ce qui est nécessaire pour la société? On ne peut pas aller de l'avant si on ne règle pas le rapport au passé. Ou bien on peut être pragmatique, comme le nouveau maire de Banja Luka. On se dit, voilà, je ne change rien, je vais poursuivre sur la même ligne que les autres. C'est, je pense, une espèce de dilemme que chacun doit régler par lui-même. J'admets que j'espérais, que je m'attendais à ce que la nouvelle génération des hommes politiques, moi par exemple, j'ai 36 ans, ou d'autres de mon âge, j'espérais donc qu'on allait tenter d'ouvrir ces thèmes brûlants, et je suis assez déçue par ce que je viens d'entendre et qui concerne M. Stanislavov. J'espère que ça changera toutefois. Pour ce qui est des autres points et la loi électorale en particulier, à Mostar, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'élection. Et enfin, maintenant, on les a forcés. On a forcé les 2 grands partis nationalistes, qui malheureusement ont le plus de représentants au sein du Parlement. C'est eux, d'ailleurs, qui décidaient de notre avenir à Mostar. On leur a forcé la main. Et malheureusement, la communauté internationale les a soutenus. Donc, d'autres normes, d'autres règles sont maintenant en vigueur, et ce n'est pas pour le mieux. Les anciennes règles qui nous imposaient la façon d'élire nos élus au conseil. La ville était divisée en 6 districts. 3 d'un côté, 3 de l'autre.
Donc, dans les trois premiers, la majorité était croate et dans l'autre, c'était les Bosniens. Donc, c'était un principe ethnique. Ces petites unités électorales, 99% venaient soit les Bosniaques d'un côté, soit les Croates de l'autre. Mais il y avait une sorte d'équilibre. Les petits districts élisaient 18 représentants. Après, il y avait aussi une liste municipale qui couvrait tout le territoire de la ville. Et donc, la ville représentait aussi une unité électorale. Et là, on avait 7 conseillers. Il y en avait 17 d'un côté, 18 de l'autre. Il y avait une sorte d'équilibre donc entre un citoyen, un homme, et le principe ethnique. Donc ça, c'était avant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de tirer des conséquences de tout ce qui est négatif et qui nous a été imposé par Dayton, au lieu en fait, d'attribuer les voix au conseil municipal, ils ont fait tout l'inverse. Donc, nous avons 13 élus de l'unité municipale et 22 des petits districts ethniques. Nous, en tant qu'opposition, on veut changer, on veut mettre en avant l'idée d'une ville unifiée. Nous n'avons pas une position au départ, nous sommes désavantagés au départ par rapport aux nationalistes. Donc nous sommes en quelque sorte bien derrière eux. Donc nous essayons dans les petits districts ethniques, on va de l'un district à l'autre, d'une petite unité à l'autre, c'est extrêmement injuste parce qu'on essaye de convaincre les gens. Nous sommes vraiment désavantagés. Et tout ça, je le mets en rapport avec la communauté internationale. Dans le cas de Mostar, la communauté internationale veut juste que ça se termine, qu'on ait des élections, qu'on n'en parle plus. Mais tout ce qui a été pris comme décision à la va-vite n'est pas bon. Lorsque l'on modifiera Dayton, les accords de Dayton, il faut être sûr que tous ceux qui participent en tant que représentants de la communauté internationale soient bien au courant de nos problèmes. Ils doivent vraiment savoir ce qui s'est passé. Mais dans le cas de Mostar, ça n'était pas le cas, malheureusement. Nous n'allons pas renoncer, nous autres jeunes, et j'en reviens au rôle des jeunes. Il y a 12 000 personnes qui n'ont jamais voté au niveau local. Donc, nous nous sommes tournés vers eux. Et nous nous sommes tournés aussi vers les femmes. Les femmes à Mostar sont plus conscientes du fait que les politiques hommes nous ont menés au conflit. C'est eux qui ont empoisonné l'ambiance et l'atmosphère politique. Nous sommes mères, nous sommes femmes, nous sommes conscientes que ce n'est vraiment pas la bonne manière. On n'est pas vraiment intéressé par les ethnicités. On veut sortir avec notre enfant au parc et être sûr qu'il ne va pas se blesser. Donc, nos objectifs sont très concrets. Donc, les jeunes qui ne comprennent pas, en fait, ils en ont assez.
de tous ceux qui racontent ce qui s'est passé en 92, en 95. Ils n'étaient pas encore nés à cette époque et ils veulent vraiment changer de discours. Et j'espère qu'ils vont, même si au départ nous sommes très avantagés, mais j'espère que la balance va pencher du côté des jeunes. Merci beaucoup Irma, on vous souhaite bon courage pour les élections. Merci, on va être obligé de rendre l'antenne maintenant puisqu'il y a le dernier débat qui va bientôt commencer. Je voudrais juste donc inciter tous les auditeurs et spectateurs à vous lire, hein, vous publiez toutes sur les sites de vos associations, mais aussi on trouve voilà, ou bien on trouve aussi dans Vreme les articles de Gordana, voilà, pour continuer à suivre vos analyses et à voir comment vous conjuguer action de terrain et réflexion. Vous avez aussi montré par vos discours et vos actions que vous représentez des nouvelles façons de faire de la politique. Ça, c'est très important. Et on a vu dans tout ce que vous avez dit qu'il y a un espace, en fait, notamment tous ces gens qui ne votent pas, hein, pour faire basculer les choses. Donc là aussi, ce sont des nouvelles voies. Voilà, ben écoutez, merci encore et on espère pouvoir continuer le débat de vive voix la prochaine fois.